n'avait pas été complètement industrialisée, les agriculteurs, naturellement, ils cultivaient et ils élevaient avec des arbres. Et donc moi, j'essaye de faire connaître un peu toutes ces pratiques, pas pour qu'on y revienne, mais pour que ça puisse inspirer l'agroforesterie de demain, parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà. Du coup, moi, je suis Tanguy Gourmelon, je suis coordinateur, animateur auprès de l'association Pays Arbres. On fait beaucoup de conseils en agroforesterie et on travaille beaucoup sur la thématique de la haie champêtre. Et on a une troisième casquette où on travaille un petit peu sur le verger, ce qu'on aime bien appeler le verger familial ou le verger résilient. Donc plutôt sur des vieilles techniques sur porte-greffe sauvage et voir un petit peu de l'arboriculture un peu moins intensive mais un peu plus durable. Sur ces trois thématiques-là, on travaille beaucoup sur de l'accompagnement de projet, c'est-à-dire comment bien planter le bon arbre au bon endroit, comment bien planter, comment bien accueillir aussi, parce que ça c'est quelque chose que je vais sûrement répéter plusieurs fois, mais le meilleur arbre c'est celui qui pousse spontanément et qui est issu de semis. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui l'arbre c'est un sujet qui est éminemment politique. Il y a des enjeux européens, en France, au niveau des politiques publiques où on veut de l'arbre partout. D'abord parce que ça traverse un petit peu l'écologisation des mœurs. Je suis en train de lire un livre fabuleux là-dessus, sur comment la haie champêtre est en train de devenir un objet social d'écologisation. Et voilà, après on sait bien que les forces en présence et ce qui dirige les politiques publiques, c'est pas juste le bien commun. Il y a aussi des enjeux autres. Et voilà, on pourra en parler aussi. Non, on n'a pas dit essayer de chacun de votre côté. Enfin, la construction de l'intelligence collective pour avancer, c'est fondamental. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on est là. Et donc vous n'êtes pas tout seul, vous ne rentrez pas tout seul, chacun chez vous, vous construisez là, des relations, vous participez à la construction de cette intelligence collective. Il y a de plus en plus de réseaux via les associations, via des formations non officielles. Hein, on n'est pas au ministère de l'Agriculture, mais qui se mettent en place et qui créent ce réseau un peu mycorhizien. Hein, et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes quand même la génération pionnière parce qu'il ne faut pas non plus croire au miracle. Et aujourd'hui on dit l'agroforesterie c'est miraculeux, ça va nous sauver. Ben non, ça prend du temps. C'était uniquement la chose que je voulais dire. Mais tous ces réseaux qui se mettent en place, c'est réel aussi. Ça se passe en dehors des institutions officielles. Voilà. Voilà, puis après c'est un peu aussi à vous de maintenir, faire vivre ces réseaux-là, en prendre soin, même si vous en avez déjà jusque-là, parce qu'à terme ça peut tout à fait vous aider, et puis au moins vous réconforter. Et bon, il y a des régions où c'est plus ou moins développé. Bon là, il y a Pays Arbres qui fait un travail absolument incroyable, justement de réseautage et de distribution d'informations et de mise en commun d'expérimentation et de formation. Enfin, voilà, donc ça existe, vous n'êtes pas toute seule. Mais là où c'est compliqué, les thématiques d'agroforesterie aujourd'hui, c'est que même Geneviève qui représente, on va dire un petit peu l'aspect recherche, c'est que le temps de l'arbre est tellement long que pour avoir des retours expérimentaux, scientifiques, et encore une fois avec des sujets qui sont difficiles à étudier, la vie du sol, ça reste un grand mystère pour plein d'interactions profondes. Faire la carte racinaire d'un arbre, c'est un travail, il faut vous rendre compte, il faut décaisser tout. Enfin, il y a des boulots qui sont faits, mais ça fait si peu longtemps qu'on s'intéresse aux plantes en tant que sujet de recherche qu'aujourd'hui, là où vous êtes, là où vous démarrez, parce que vous êtes jeune et vous partez dans cette aventure-là, c'est malheureux, mais c'est de dire effectivement, et c'est pas dans l'idée vous êtes tout seul, c'est dans l'idée, moi c'est plutôt le côté pionnier que je crois qu'il faut que vous reteniez de l'intervention de Geneviève que le côté solitaire. Parce qu'après on peut faire réseau pour essayer de faire passer la connaissance là où elle est aujourd'hui, mais force est de constater qu'on sait peu de choses. Les principes généraux ne sont pas des patrons au mètre près, c'est juste ça que je voulais dire. Les principes généraux, on est tous d'accord. Et ça, on les intègre. Voilà. Oui, mais après, oui, il y a des grands patrons aussi, enfin des grands schémas de structure. Hein.
Et après, mais c'est à chacun d'adapter en fonction d'abord de son projet. Donc voilà, c'était juste ça que... D'expérimentation vraiment validée avec un suivi scientifique. On a Restinck-Liguière qui est beaucoup cité comme un exemple de recherche sur l'agroforesterie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on constate à Restinck-Liguière? C'est-à-dire qu'ils ont appliqué de l'agroforesterie à un système très conventionnel. Et en fait, les données qui sortent de Restinck-Liguière, si vous êtes viticulteur, elles ne donnent pas très envie de mettre des arbres dans la parcelle. Mais peut-être que, parce que l'expérimentation, elle portait surtout sur introduire des arbres dans un système conventionnel. Est-ce qu'aller vers de l'agroécologie, c'est vraiment rester sur le conventionnel en termes d'exploitation du vignoble? Et du coup, est-ce que cette recherche est vraiment valide? Elle est valide dans ce qu'elle teste. En système conventionnel, mettre des arbres, des cormiers au sein, en intraparcellaire sur du vignoble. À cet endroit-là, ça ne donne pas des résultats forcément probants. Et du coup, on en est là, quoi. Et du coup, moi, dans toutes mes interventions, d'abord, j'essaye de dire, ça on sait, ça on sait pas, quoi. Ouais. Et là-dessus, il faut rester humble. Et c'est en ça qu'on est un peu aussi, on est un peu comme vous, quoi. Là où on en est, nous, si ce n'est qu'on fait un petit peu on agglomère de la connaissance là où elle est aujourd'hui, mais on en manque foncièrement. À la fois on en manque, moi je dirais aujourd'hui, non tu n'as pas fini, vas-y, je suis désolée. Et puis par contre on a aussi cette conviction, et là on est plus dans de l'intime, et de dire mais c'est forcément la solution que de remettre la matrice au cœur du système, d'une manière ou d'une autre. Moi ce que je voulais dire c'est que l'essentiel aujourd'hui de la recherche en agroforesterie, il n'est pas fait en expérimental station façon Restinck-Liguière par l'INRA, il est fait chez les agriculteurs qui se lancent. Et que c'est donc essentiel d'échanger. C'est ça la construction de l'intelligence collective, parce que c'est là où la vraie recherche se fait, la vraie recherche de terrain. Et de l'agroforesterie façon Restinck-Liguière, ce qu'on en veut vraiment, quoi. Avec toujours des gros tracteurs qui passent, avec toujours... Et moi, ma question, c'est l'agroforesterie, pourquoi faire? Est-ce que c'est juste remettre des arbres pour verdir un peu l'agriculture industrielle et se dire, c'est moins pire, on est d'accord. Mais est-ce qu'on continue à faire comme autrement, comme avant, c'est-à-dire comme agriculture industrielle, avec juste quelques arbres en plus, ou est-ce qu'on pense complètement différemment et qu'on va sur de l'agroécologie? Et là, il ne faut pas forcément compter sur les structures officielles pour faire de la bonne recherche là-dessus. Excusez-moi, je réagis là-dessus. Non, mais c'est... Oui, ça a raison de vous t'affurer. Hein. Après c'est en marche quelque part. Alors l'issue, on ne sait pas du tout quelle elle sera, mais c'est en marche. C'est-à-dire que ça ne fait pas si longtemps qu'on parle d'agroécologie, ça ne fait pas si longtemps qu'on parle d'agroforesterie et qu'on la met, qu'on en fait. Et ça se structure peu à peu, et ça se structure contre, je ne dirais pas en dehors uniquement, mais contre le mouvement dominant. Donc oui, ça prend du temps, oui, ça demande de l'énergie, c'est en train de se faire aussi. Donc si on commence à dire on est tout seul et puis on baisse les bras, non. Enfin, même il faut y croire, il faut y aller. Et ça se fait, c'est pas immédiat. Moi, il y a quelque chose que je répète souvent, parce que quand je fais des conférences, on me dit, bon d'accord, c'est bien vos arbres, mais comment on fait avec nos gros tracteurs? Et attendez, ouais. Et je dis, mais là, vous prenez les choses à l'envers, c'est-à-dire que vous réfléchissez la structure de votre système par rapport à vos machines, auxquelles vous en coûtez très cher, elles appartiennent au Crédit Agricole, mais bon, c'est un autre sujet. Et vous raisonnez, donc votre système et où vous allez mettre des arbres par rapport à vos machines. Vous faites le truc à l'envers. Il faudrait raisonner vos machines par rapport au système que vous voulez. Et ça, il faut avoir un groupe de pression suffisamment fort, mais il faut le constituer pour dire à certains instituts de recherche, autrefois ça s'appelait le CEMAGREF, maintenant le CEMAGREF fait de l'environnement, mais c'est le CEMAGREF qui a travaillé à produire, à concevoir des machines de plus en plus énormes.
On pourrait demander à des instituts de recherche sur le machinisme agricole de concevoir des petites machines qui soient adaptées à des systèmes agroforestiers. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est du bricolage, c'est-à-dire que les gens qui font ça, ils bricolent leur petit tracteur, leur machin. Ça pourrait être un peu plus institutionnalisé, ça le sera peut-être un jour. Voilà. C'est super. Donc c'est surtout sur le schéma. Il y a plein de choses qu'il faut déconstruire. Donc pas se dire, ben là j'ai mon gros tracteur, ça ne va pas marcher. Eh ben on achète un tracteur plus petit. On est bien d'accord avec voilà. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est ne pas se priver de ce que la modernité peut nous apporter pour qu'on vive mieux et qu'on travaille mieux. Voilà. La question du travail, c'est une vraie question. Et donc, derrière la question du travail, il y a la question de la rémunération de la production. Donc là, on rejoint aussi un débat de société, mais quel prix on est prêt ou est-ce qu'on peut mettre sur la qualité de notre nourriture. Enfin, tu vois, c'est un système. Mais c'est vrai que ce travail... Alors, je ne sais pas si on va passer plus de temps, en tout cas, si on a 150 hectares et qu'on veut tout faire en agroécologie, ça va être compliqué. Donc peut-être des plus petites surfaces, mais il faut que ça soit rémunéré. La rémunération, c'est le prix du produit. Le prix de notre alimentation. Et là on est dans un autre débat. Pour finir là-dessus, ne mettez jamais en doute le pouvoir que vous avez. C'est-à-dire que même que vous soyez élu ou agriculteur, évidemment, on est dans des systèmes qui sont un peu rouleau compresseur, avec des directions, et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de sortie, mais vous avez toujours une toute petite marge. Mais si vous voulez bien, pour terminer cette matinée, est-ce qu'on peut peut-être essayer d'aborder d'autres questions un peu plus techniques, si vous voulez? C'est une proposition. Toi, dans ton système, il n'y a pas d'entrée de fourrage extérieur? Non. Enfin, moi, ça fait... Après, on en parlera cet après-midi. Moi, elles font 11 mois dehors. Et après, j'achète pas, je produis du fourrage sur la ferme. Mais ce que je cherche, moi, c'est une diversité de milieux, de sols et de structures végétales pour répondre à la fois aux saisons, mais en tout cas, ce qui nous semble désertique est aussi un trésor. J'entends. Ouais. Mais bon, c'est surtout moi ce que les parcours sont grands quoi sur le COS. Mais si tu compares, on souffre moins que le Nord Aveyron, qui a des sols beaucoup plus profonds, plus riches et tout ça. Où eux, au mois de juillet, au mois d'août, l'herbe, elle ne vaut plus rien. Et eux, ils sont mal. Parce qu'eux commencent à fourrager en été. Alors que nous, les structures de végétation qu'on a, nous permettent à la fois par ces pelouses sèches, la feuille des arbres, des choses comme ça, on n'est pas inquiet. Je récupère la feuille des arbres au passage. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, qui ne sommes pas praticiens, d'avoir que l'échange est précieux et riche. Je récupère la feuille des arbres, juste, c'était pour donner je m'excuse du coup d'avoir parlé de pauvreté en été, mais c'est le sentiment qu'on a quand on observe le milieu. En tout cas, on en est là sur le COS, avec du coup ces buis qui effectivement sont refusés par le bétail et qu'on crée ces petits îlots qui souvent, moi je suis né à Saint-Pierre, gamin, mes cabanes c'était des gros bosquets de buis où il y avait à l'intérieur 2-3 pubescents et ça faisait des petites maisons où j'étais le roi du monde. Et là on voyait bien, c'est vraiment, c'est ma matrice, donc j'y suis très très attaché. Et aujourd'hui, avec le regard que j'ai un peu plus naturaliste, je me rends compte aussi à quel point ces petits bosquets refusés permettaient la venue de ces arbres qui peuvent, comme je vous dis, pas pousser sur la sécade. Voilà. Après, le buis, il y a plein d'usages qui ont été oubliés, qui étaient des usages traditionnels et qu'on retrouve sur les études ethnobota. C'était très utilisé, mais c'est un peu ce que Buxor a essayé de remettre au goût du jour, c'est-à-dire avant les rames de buis étaient beaucoup récoltées, surtout pour
Le paillage. Pour faire le sol des, Ouais. je vais y arriver, des bergeries, des litières, parce que ça maintenait les sabots dans des états sanitaires qui étaient particulièrement satisfaisants. Et derrière, ça permettait d'amender le petit enclos, la petite enclosure où on avait les arbres fruitiers, tout ça, tout ce buis, donc il y avait un cercle aussi. Le buis, il y avait beaucoup d'usages, sans compter tous les usages traditionnels, c'est-à-dire que c'est un bois très très dur. C'était utilisé par les bergers pour faire les colliers des brebis en bois, pour faire toutes sortes d'objets. Donc il y avait beaucoup de prélèvements sur le buis qui a cessé aussi. D'où aujourd'hui des thématiques. Le plateau du Larzac aujourd'hui se retrouve entre deux pressions, j'ai envie de dire. Une présence de l'élevage qui est en diminution, donc quelque chose qui apparaît avec une fermeture des milieux qui pour les praticiens et les usagers apparaissent comme un problème, qui même a été classé comme un site unique et patrimonial, donc avec un désir même politique d'ouverture des milieux. Et de l'autre, une réalité tangible qui est de dire, en fait, finalement, il y a moins d'usage et le milieu tend quand même à se refermer par endroits où il y a moins d'usage. Encore une fois, je veux bien être contredit là-dessus, mais c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est un petit peu entre ces deux tendances, une fermeture de fait, par absence d'usage, et de l'autre un désir de maintenir les milieux ouverts pour des spécificités, qu'elles soient naturalistes ou même de qualité du fourrage lié à tout ça. On en est là un petit peu sur le cause, quoi, avec des actions qui vont dans les deux sens, vu que c'est un site qui a été classé à l'UNESCO pour son milieu ouvert, et qu'aujourd'hui, du coup, mais sans praticiens et sans troupeaux, ça va être difficile dans la durée de maintenir l'état d'ouverture, quoi qu'en seront les politiques, quoi, vu la surface du sujet. Aujourd'hui, on peut intégrer l'arbre en outil de production fourragère, et c'est pas des moindres l'apport fourrager que peuvent amener les arbres. Vous voyez bien quand chez les éleveurs, vous constatez bien que les brebis sont friands de jeunes pousses. Après, il faut savoir que les arbres, ils n'aiment pas du tout être surpâturés, donc les prélèvements, ils peuvent être faits. Il faut faire attention parce on peut aussi empoisonner des troupeaux. Hein, si vous coupez des rames de chêne régulièrement sur le même arbre, au bout d'un moment, vous allez empoisonner vos brebis, parce que le chêne va changer sa charge tannique, et donc le prélèvement doit être mesuré aussi. Il y a tout ça à prendre en compte. En tout cas, c'est des questionnements que moi je trouve intéressants d'ouvrir, des pistes que je trouve intéressantes d'ouvrir. C'est comment on peut optimiser la ressource fourragère arborée, et comment on peut voir la fermeture comme un truc qui ne soit pas que problématique. Après, la ronce et les glantiers, toi tu penses que ça ne suffit pas à faire barrage pour avoir des arbres d'avenir qui se développent dans la broussaille? C'est ça que tu avais l'air de dire. Sur certains milieux, oui, mais sur d'autres, non. Sur tout ce qui est bas-fond, où il y a du sol, là où pousse cette espèce, mais le buis va pousser dans tout ce qui est pelouse sèche, rocailleuse, où là, les glantiers, le prunelier, tout ça ne va pas se développer. C'est le buis qui se développe, et dans ces milieux-là, je me pose la question. Mais dans les bas-fonds, comme je dis, le prunelier, les glantiers, la ronce, c'est eux là-bas. Voilà. En fait, il y a différentes structures idéologiques qui vont... Genévrier... C'est pareil, Genévrier, là, sur les sites dolomitiques. En fait, en gros, il y a prunelier, glantier, ronce dans les bas-fonds argileux, genévrier sur les profils dolomitiques, et dans les calcaires frames assez affleurants, c'est le buis qui va dominer. Donc en effet, je pense que sur les bas-fonds, je ne suis pas inquiet, quoi. Dans le genévrier, j'ai jamais vu de pousse d'arbres dans le genévrier. Après, j'ai pas de... Les brebis, elles ne consomment pas de genévrier? Si. Ouais. Le soir, en parc de nuit, je les mets là où il y a des genévriers. D'accord. Après, sur les tanins, là je repasse au Maroc, il y a des pratiques intéressantes qui ont été étudiées sur le frêne dimorphe, pardon, donc qui est un frêne endémique de l'Atlas. Et les bergers disent
donc c'est trognier, hein, j'en parlerai demain aussi parce que c'est un arbre assez incroyable et qui pousse vraiment sur un karst. Ça a été implanté, encouragé, on va dire, par les bergers qui se sont sédentarisés pour qu'ils puissent rester. Et donc ils ont fait tout un parc à trognes absolument extraordinaire. Et ils disent, et ça c'est vachement intéressant, ils disent, si on trogne en début d'été, en juillet, là on empoisonne nos troupeaux. Mais par contre, on leur en donne un peu. On leur en donne un peu, ils ont la chiasse, mais ils se purgent. Par contre, en septembre, on peut leur en donner tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, c'est la même chose. Et donc, il y a des gens dans notre équipe qui ont fait des études de composition des feuillages. En juillet, c'est bourré de tanins. Et donc, effectivement, ça empoisonne. On en donne un peu pour déparasiter, mais pas trop, parce que sinon les brebis sont malades. Et en septembre, il n'y a plus de tanins. Donc voilà, là, tu vois la composition, tu retrouves... Je vois cette année, les brebis, elles n'ont pas touché aux feuilles au mois d'août. Ouais. La coprologie, elle était quand même pétée de strong intestinaux. Ouais. Et là, au mois de septembre, là, par contre, elles se sont mis à la feuille à fond. Alors, est-ce que c'est la saison du tanin qui a... Je sais pas, là, il y a un rôle pour la recherche, effectivement, mais c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si c'est l'INRA, là, à côté de Danger, qui fait tout un essai sur différents fourrages arborés, en fonction aussi des saisons, en étudiant la composition, l'appétence. Et il ne faut pas oublier aussi que faire des trognes, redonner à manger de l'arbre aux animaux, il faut voir, enfin, il y a des races aussi qui sont plus habituées, et que si on donne ça à des gros moutons qui ont pris l'habitude de manger de l'herbe, ou des grosses vaches qui ne savent pas faire, ou qui ont un petit intestin délicat, ça va être plus compliqué. C'est surtout l'éducation alimentaire. C'est l'éducation alimentaire, la faculté à être en parcours aussi. Hein. Je l'ai vu faire, moi c'était la feuille pour les brebis, l'écorce pour les lapins, et la brindille pour allumer le feu, pour faire chauffer l'ouïe des cochons. Mais là, ça se fait encore, tout l'Aubrac, le sud du Cantal, ça se pratique. Hein. C'est Vennes aussi, mais ça se pratique encore. Hein. C'est avec, ils montent plus dans l'arbre, c'est des échelles sur des tracteurs, ça a été amélioré, ça se fait couramment, en respectant les mêmes cycles, hein, c'est pas tous les ans. Pour moi, la vraie question en élevage, c'est comment on accueille, et donc ta question sur le buis, elle est pertinente, c'est-à-dire comment on accueille, comment on protège les arbres d'avenir, quoi. Comment on permet parce que quand on prélève beaucoup sur un arbre, structurellement, on va le fatiguer. Alors soit c'est du taillis au sol, mais auquel cas, c'est les brebis qui se servent quand elles ont besoin, est-ce que c'est ça? Mais si on veut vraiment avoir une troisième dimension avec des arbres où c'est nous qui maîtrisons le prélèvement et qu'on le fait en hauteur, ce qui est un peu l'image de la trogne, se pose après toute la question de comment Moi j'ai des souvenirs, mais Geneviève connaît bien le Maroc, mais de murs en pierre sèche qui étaient faits autour de chaque arbre nourricier pour éviter que les troupeaux les défoncent. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a tout un enjeu si vous voulez, de comment bien gérer son patrimoine arboré sur des parcours avec de la mise en défense. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais finalement, il faut mettre des zones en défense. Si ce n'est pas le buis qui le fait, c'est peut-être du grillage. En tout cas, il y a un vrai enjeu pour de ne pas laisser les troupeaux en libre évolution partout et de peut-être préserver des endroits qui sont des endroits où la ressource pourra être prélevée. Voilà. Parce que la présence d'un troupeau, que ce soit un troupeau humain ou de bestiaux ou sur un sol, et bien des fois, pour la bonne survie des arbres, c'est pas le top. Par le tassement, les jours où il a plu, avec les tassements des argiles, un arbre il a beaucoup besoin d'oxygène. Du coup, dès que c'est tassé, pour la vie d'un arbre, du coup on voit souvent cette image qu'on trouve super jolie avec le troupeau qui est rassemblé au cœur de la... Vous voyez cette image, on l'a tous en tête, l'arbre qui rend service. Alors on a un gros arbre avec tous les... Et en fait, ce troupeau qui piétine et dont sa station principale, c'est d'être sous le gros arbre, met à mal le possible de vie dans la durabilité de l'arbre en question, quoi.
Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir un regard un petit peu neuf sur préserver aussi le sol qui permet aux arbres de grandir convenablement. Et pour moi, ça passe par une bonne gestion, ça passe par des mises en défense ponctuelles de la ressource. C'est important, voilà, tu l'as dit, quoi, que l'été c'était bien aussi d'avoir des pâtures arborées. C'est important de se poser les questions de la gestion et du maintien de ces bosquets ou de ces endroits arborés, tout en laissant assez passer de lumière pour avoir un développement au sol qui soit harmonieux. Là-dessus, vraiment, moi je trouve l'exemple le plus inspirant en termes de bonne place de l'arbre, et c'est les DSA espagnols. Si un jour vous voulez faire un voyage d'études dans la région de la Pata Negra, là-haut, c'est des territoires qui ressemblent assez à ici, un peu plus verts, où il n'y a que du cochon noir qui pâture sous des chênes verts. C'est absolument extraordinaire là, comme paysage. Mais moi, ça m'a inspiré beaucoup. Mais en fait, là, ce que je vois dans ces milieux-là, c'est que les arbres ont quasiment tous le même âge. Et la question du renouvellement... Non. Ils n'ont pas tous le même âge. Hein. Quand tu regardes, ils n'ont pas tous le même âge. C'est quand même assez diversifié. Ils ont un peu tous la même forme parce qu'ils sont taillés. Ils sont taillés pour des productions assez diverses. Hein. Donc le fourrage foliaire, mais surtout la production de glands. Donc ils sont un peu taillés comme des arbres fruitiers. Hein. Couronne très ouverte. Hein. C'est une taille vraiment assez complexe. Hein. Et qui permet aussi la pousse de l'herbe. Hein. En dessous, et la question du renouvellement, ça fait... On estime que la formation de la DSA, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est là où ça a commencé. Il y a des traces, hein, les archéologues ont travaillé dessus. Donc ça fait juste 6000 ans que ça existe, on ne va pas s'inquiéter aujourd'hui du renouvellement. Hein. Ça fait 6000 ans que c'est renouvelé. Voilà. Donc, et dans le renouvellement, il y a des plantations, mais il y a énormément de protection justement des petits buissons, ronces et glantiers pour permettre la venue du chêne. C'est effectivement un système... Mais quand on est allé chez toi hier, il y a tout un endroit, je disais, mais là, tu tailles les chênes pour les faire produire un peu plus de glands, et tu fous des cochons là-dessus, ça ressemble à une DSA. Hein. Juste dans le haut, là, quand on arrive... C'est une devette. Ouais. Voilà. Le Caïdan défend pendant longtemps. Ah ouais. Si tu regardes de Cassini, c'était déjà forestier. Ouais. Mais là, tu retravailles, tu mets des cochons... En tout cas, voilà, sachez que pour bien faire cohabiter de l'élevage avec de l'arbre, la mise en défense est un outil qu'il faut envisager et avoir en tête. Pas laisser l'entièreté disponible pour les animaux. Ouais. Préserver la ressource, c'est important. Préserver la ressource et la travailler. Les jeunes freinés là qu'il peut y avoir par endroit, c'est très appétant là l'écorce de frêne. Du coup, si vous avez encore plus pour les équidés, ils vont manger l'écorce et globalement on va se retrouver avec des taillis bas qui sont très difficiles à gérer parce que ça broussaille, que l'arbre, c'est pas repartir quand on enlève une branche à un arbre, il en fait 5 ou 6 et après c'est exponentiel. Donc ces taillis, si vous les laissez justement sans défend, vous allez vous retrouver avec des taillis qui petit à petit vont prendre toute la place, qui fait qu'à la fin votre pâture elle va être impénétrable parce qu'on a des taillis d'arbres au sol. L'avantage de l'arbre, c'est que ce taillis on peut le fabriquer plus haut, mais pour ça passe forcément par ce que j'évoquais avant, à savoir prenez soin du patrimoine arboré, laissez pas vos animaux piétiner au pied de jeunes arbres, protégez-les de manière à ce que ça soit des ressources pour l'avenir. Mais sinon vous allez vous retrouver dans une situation où il va falloir passer la pâture à la sous-soleuse pour tout arracher parce que vous n'en sortirez plus avec des taillis au sol, quoi. Donc ça pour moi c'est typiquement l'exemple d'une mauvaise gestion de on va mettre des animaux pour nettoyer et en fait on nettoie rien du tout, on fabrique du taillis bas qui devient un problème pour y mettre les animaux. Hein? Ou une ressource suivant ce qu'on y met. Si tu as des biques c'est pas pareil, mais si c'est des équidés, au bout d'un moment ils y rentreront plus dans le taillis. Quels que soient les animaux, il y a toujours des refus. Et une pâture ça s'entretient et des fois avec il faut en passer
encore une fois, de l'interventionnisme, quoi. C'est pas la seule présence des chevaux qui vont nettoyer une pâture, mais en tout cas, sur les refus, est-ce qu'on garde les refus, parce que peut-être ils sont intéressants et ça peut créer vous avez des poiriers à feuilles d'amandier des fois dans les refus, c'est formidable, c'est des porte-greffes, il y a des choses, il faut les conserver, mais du coup, ça nécessite qu'à un moment, peut-être, ils soient protégés, et donc là-dessus, c'est vraiment, il faut être interventionniste, quoi. Dans la DSA, il y a toute des pratiques de gestion, de maintien de cet étage herbacé, y compris avec de temps en temps de la mise en culture, une céréale ou autre chose. Donc on laboure et ça permet de se débarrasser des broussailles en particulier. On ressème de la prairie, enfin, elle est entretenue parce que l'herbe dans nos milieux méditerranéens, c'est pas du tout son écotope, on appelle ça, enfin c'est pas son... Ça marche pas trop l'herbe en milieu méditerranéen, donc si on veut maintenir, enfin là je parle pas sur le Larzac, hein, mais dans les conditions de la DSA, si on veut de l'herbe, il faut vraiment la cultiver. Donc trouver la bonne façon de la cultiver avec les arbres. D'autres questions essentielles? À part qu'il fait faim. Après, il y a tout ce mouvement qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, l'hydrologie régénérative. C'est tout à fait intéressant, hein. Ça, c'est vraiment comment on pense à la gestion de l'eau, non plus au niveau d'une ferme, mais au niveau d'un bassin versant, c'est-à-dire un ensemble de fermes, de forêts, et c'est vraiment l'échelle, pour moi c'est l'échelle au-dessus de l'agroécologie. L'agroécologie, ça va, c'est l'intraparcellaire, c'est la ferme, c'est l'ensemble des fermes. L'hydrologie régénérative, c'est comment on repense ça au niveau du paysage. Et c'est pas uniquement des gestions d'oasis, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de bien réamorcer cette pompe, ce cycle de l'eau verte et faire en sorte que l'eau qui tombe rentre dans le sol. Alors les sources, ça veut dire, bon, il y a un endroit où il y a de l'eau qui circule ou qui affleure, comment on fait pour la concentrer pour qu'elle coule? Alors, il y a des fois ça coule abondamment, mais souvent non. Et si on ne la fait pas sortir à un endroit qu'on a travaillé, enfin on a travaillé une espèce de collecte, et ben si là c'est bouché, ben l'eau elle va partir ailleurs et votre source elle va être tarie. Et bon, ben, moi, après l'entretien des sources, je connais rien là-dessus, mais tous les gens, alors un peu dans les Cévennes, beaucoup en Corse, ils disent mais les sources elles coulent plus, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'elles sont plus entretenues. Et ça s'entretenait très régulièrement.